Buenos días a todos, si nos están escuchando, perdón. Bonjour, bonjour à tous. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser de ce retard. Nous avons eu certains inconvénients techniques, mais nous commençons maintenant notre séance. Bien, muy buenos días, creo que ya OK, entonces. bonjour. Maintenant, nous pouvons commencer notre séance d'aujourd'hui. À nouveau, je vous demande de bien vouloir nous excuser de ce retard. J'espère que vous nous entendez et nous merci beaucoup d'être ici parmi nous lors de notre séance d'information hebdomadaire de l'Organisation panaméricaine de la santé au sujet de la situation du COVID-19 dans la région des Amériques. Je suis Sébastien Odeliel du département de communication de l'OPS et notre séance durera 1 heure. Nous avons reçu vos questions déjà à travers le courrier électronique et vous pouvez poser vos questions également à travers du Q&A. N'oubliez pas d'y apposer votre nom et le média auquel vous appartenez. Lorsque vous nous envoyez vos questions, nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français et vous pouvez choisir n'importe quelle langue à travers le bouton interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne vous parlera de l'évolution de la pandémie dans la région des Amériques, également au sujet de la situation en Haïti. Avec le docteur Etienne, nous avons la présence du docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugardé, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19 à l'OPS. Et j'invite maintenant le docteur Carissa Etienne pour ses remarques initiales. Docteur Etienne. Merci Sébastien et merci de nous rejoindre ce matin pour cette dernière semaine. Il y a eu 1,1 million de nouveaux cas et 25 000 mortes liées à la COVID-19. Après des semaines où les chiffres ont plafonné et ont même diminué, les infections dues à la COVID-19 remontent de nouveau dans toutes les sous-régions, sauf en Amérique du Nord. Les États-Unis, le Canada et le Mexique signalent des réductions générales dans les cas et les morts. Cependant, il y a encore des foyers dans les provinces canadiennes du Manitoba, de Terre-Neuve et de Labrador, de même que dans les États mexicains de Quintana Roo et de Baja California. L'Amérique centrale signale le plus grand nombre de morts à ce jour et aujourd'hui, 1/3 des patients hospitalisés sont dans les unités d'urgence. Pendant ce temps-là, les infections dues à la COVID accélèrent au Panama, au Belize et au El Salvador, où de nouveaux cas ont doublé ces 7 derniers jours. Plus au sud, la Colombie signale le plus fort taux d'infection d'Amérique du Sud, où des nouveaux cas ont pratiquement triplé dans certaines régions. Le Brésil connaît également une augmentation des nouvelles infections et des hospitalisations, et c'est une tendance qui est très prononcée dans certains États du Nord-Est, région dans laquelle les hôpitaux sont à 90% de leur capacité d'accueil. L'Uruguay, l'Argentine et le Chili sont en état d'alerte et continuent à enregistrer une augmentation de leurs cas. Beaucoup de nos îles des Caraïbes nous rapportent également une augmentation de leurs infections, y compris Saint-Martin, Trinidad et Tobago et la République dominicaine. Aujourd'hui, je suis particulièrement soucieuse de la situation en Haïti, où nos sources nous rapportent des augmentations très fortes du nombre de cas, des hospitalisations et des morts ces dernières semaines. Même si les données officielles sont limitées, les risques sont élevés
vu que le système de santé haïtien est déjà à l'épreuve à cause de la forte augmentation des cas, vu que le nombre des lits d'hôpitaux consacrés à la COVID-19 a été réduit par rapport à l'an dernier. 2 variants inquiétants ont déjà été identifiés dans ce pays et les mesures de santé publique qui étaient exigées pour stopper la transmission sont négligées par la génération, le public en général. La combinaison de ces deux facteurs sont très probablement nourrissent la transmission. L'OPS travaille avec le ministère de la Santé haïtien pour augmenter les soins et le nombre de fournitures pour les patients infectés et pour que les travailleurs de la santé puissent travailler en sécurité. Une autre priorité principale de notre collaboration avec le gouvernement haïtien, c'est essayer de réduire la transmission en augmentant les tests pour que le gouvernement puisse identifier, isoler les cas et mettre en quarantaine ceux qui sont rentrés en contact avec les personnes infectées. Il est encourageant que le gouvernement d'Haïti ait accepté le vaccin d'AstraZeneca. Les doses vont arriver rapidement grâce au mécanisme COVAX. L'OPS va continuer à travailler, à collaborer avec le ministère de la Santé haïtien pour préparer et soutenir les soutenir dans la phase de livraison des premières doses. Et notre toute première priorité est de proposer la vaccination à tous les travailleurs de la santé qui sont en première ligne, qui ont plus de 18 ans. Nous appelons les partenaires et les organisations qui travaillent en Haïti de renforcer leur réponse à la COVID-19 de façon urgente. Mais ce pays va avoir besoin de renforcer ses capacités en santé publique, de même qu'il devra prendre des mesures de prévention pour freiner la transmission. Ces deux fronts seront décisifs dans les semaines qui viennent. On ne peut plus gaspiller et perdre de temps. La situation que nous observons en Haïti est une mise en garde et qui nous montre la vitesse à laquelle les choses peuvent changer avec ce virus. Et cela vaut pour la plupart des endroits des pays de notre région. Depuis les premiers jours de janvier, nous avons observé une augmentation rapide des infections en 5 mois de 2021. Autant les cas que les morts ont pratiquement doublé dans notre région, c'est-à-dire le continent américain. Les pensées positives ne suffiront pas à résoudre cette crise et il nous faut prendre des initiatives. Donc, laissez-moi vous rappeler ce qui doit être fait pour arrêter cette pandémie. D'abord, il faut des leaders. Cette pandémie nous a montré plusieurs fois que l'initiative de la part des leaders détermine l'efficacité de la réponse des pays. Malheureusement, dans notre région, nous avons vu de la désinformation circuler sur la COVID-19 qui a semé des doutes sur des mesures de santé efficaces et souvent dans un contexte de disputes politiques. Donc, les leaders envoient des messages, alimentent la controverse et cela freine l'efficacité des mesures pour contrôler le virus. Il nous faut nous unir et pour arrêter ce virus, ça devrait être notre toute première priorité. Deuxième mesure nécessaire, c'est d'accélérer l'accès aux vaccins. Les vaccins efficaces sont vraiment une lumière dans la nuit, dans cette crise, et il nous faut déployer tous nos efforts pour garantir l'arrivée de plus de doses pour toutes les nations des Amériques. Et nous en sommes très loin, surtout pour les pays plus pauvres qui se battent pour protéger leurs professionnels de santé et leurs populations les plus vulnérables. Le mécanisme COVAX a déjà fourni 17 600 000 doses à notre région, mais ces progrès, malheureusement, n'arrêtent pas la pandémie. La solidarité régionale, y compris le don de doses, nous aidera à faire face au manque actuel de doses. Les vaccins sauveront des vies et éviteront les vagues futures et vont être primordiales pour traverser cette crise actuelle de l'offre.
Donc, les mesures de santé publique sont toujours et continuent à être la meilleure manière de sauver des vies en ce moment. Et alors que rester à la maison et mettre en pratique les mesures de santé publique sont très importantes, nous observons que les comportements vont dans le sens contraire. Les données sur la mobilité dans notre région nous montrent qu'il y a encore plus de mouvements entre dans les pays, entre nos contrées, qu'à n'importe quel autre moment de la pandémie. Si on joint cette mobilité avec l'assouplissement prématuré des mesures de santé publique, cette conjonction, c'est l'environnement parfait pour le virus et ses variants. Mais nous savons comment stopper ce virus. L'OPS continue à jouer son rôle pour soutenir la réponse à la pandémie dans les Amériques en partant de la science et la solidarité. Mais nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous avons besoin de leaders qui donnent la priorité aux décisions nécessaires pour arrêter ce virus. Et nous avons besoin que chacun d'entre nous se rende compte que leurs choix personnels ne les protégeront pas seulement eux-mêmes et leurs proches, mais également déterminera le destin des mois à venir. Retroussons nos manches. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant aux questions des journalistes. Nous avons reçu vos questions à travers notre courriel et également à travers le Q&A. N'oubliez pas d'y poser votre nom et les médias auxquels vous appartenez. La première question nous vient d'Inès Capdevila de La Nation en Argentine et elle nous demande: l'OPS a-t-elle des prévisions fondées sur les données relatives à la vaccination et à la contagion quant au moment où l'Amérique latine pourra commencer à inverser la courbe épidémiologique? Docteur Barbosa, merci de cette question. Nous savons ce qui s'est passé dans plusieurs pays de notre région, d'Europe et dans des pays d'autres régions. Et nous savons qu'il est possible de freiner la transmission et la contagion du COVID en utilisant les mesures de santé publique. Nous savons également que l'effectivité de ces mesures sont difficiles en Amérique latine à cause de la pauvreté, des conditions dans lesquelles vivent les personnes en Amérique latine. Ceci étant, nous ne pouvons pas faire une prévision quant au contrôle de la transmission. Ce que nous pouvons, c'est de prévoir que nous avons besoin de plus de vaccins parce que aujourd'hui, le niveau de vaccination que nous avons aujourd'hui en Amérique latine n'est pas suffisant pour pouvoir contrôler la transmission du virus. Deux, nous savons qu'il sera nécessaire de conserver la surveillance de la situation épidémiologique de tous les pays pour que les mesures de santé publique puissent être adaptées à la situation. Et troisièmement, il sera très important de conserver les personnes, la société, de conserver cette conscience que le vaccin ne va pas freiner ou stopper la contagion. Maintenant, par conséquent, il nous faut appliquer tous les gestes qui peuvent freiner l'utilisation du masque, la distanciation physique, éviter les agglomérations, se laver les mains, etc. Tout ce qui a été prouvé qui peut freiner ou stopper la transmission pour que les services de santé puissent avoir la capacité normale. La question suivante nous vient de Ali Rojin de PBS NewsHour. Sa question en anglais. Pourquoi est-ce que le variant B117 est beaucoup plus présent dans la région que le variant P1, bien que le P1 est d'origine locale? Professeur Aldigueri. Merci Sébastien. Merci pour cette question. La dynamique des variants de la SARS-CoV-2 est un processus qui est complexe à caractériser. On peut parler d'une mosaïque de plusieurs
aspects, plusieurs facettes des variants dans la région. Je voudrais rappeler la communauté de la presse que l'EPS conduit un réseau de surveillance régionale sur la SARS-CoV-2 avec 7 laboratoires régionaux de référence au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, au Panama et à Trinidad et Tobago et aux États-Unis, en plus des laboratoires nationaux qui travaillent sur la caractérisation génomique du virus. Donc, cette répartition et la prévalence des différents variants dans la région des Amériques est relative et peut être influencée par les différentes stratégies de séquençage employées par les pays et les capacités différenciées de pays à pays en termes de caractéristiques des laboratoires. Ce que nous avons noté jusqu'à maintenant, c'est les 4 variants inquiétants qui ont été établis par l'OMS ont été détectés dans 39 pays et territoires du continent américain. Selon les données reçues des réseaux régionaux, à l'exception du variant P1 au Brésil, dans plusieurs pays, de nombreux pays de notre région, les variants inquiétants ne sont pas liés, ne sont pas d'une transmission très forte. Ils sont surtout associés aux voyageurs et à la transmission entre voyageurs, à l'exception, encore une fois, du P1 au Brésil. Il est important de noter que ces variants inquiétants co-circulent ensemble avec d'autres variants, y compris des variants présentant un intérêt dans les pays où ils ont été détectés. Maintenant, pour ce qui est de la question précise d'Ali Rajin sur B117, ce variant ne s'est pas disséminé dans la partie continentale des pays américains, mais il a été détecté dans plusieurs pays et territoires des Caraïbes, surtout dans les îles des Caraïbes. Comme exemple de la dynamique complexe de ces variants, le B117 a souvent été détecté au Chili par son laboratoire de référence en janvier et février. Mais plus tard, en mars et en avril, il a été remplacé par le P1 et d'autres variants présentant un intérêt. Concernant le P1 maintenant, qui a d'abord été détecté au Brésil, mais qui est prévalent au Brésil. Au jour d'aujourd'hui, c'est le variant inquiétant le plus fréquemment noté en Amérique latine. J'espère avoir répondu aux inquiétudes du journaliste concernant cette mosaïque complexe de la détection et la dynamique sur la dynamique autant des variants inquiétants que des variants présentant un intérêt dans la région des Amériques. Merci. Merci, docteur. Tout de suite, nous passons à une question au Q&A de Sophia Biermert du New York Times qui nous demande si, conformément aux variantes, est-ce que vous savez que les cas en Amérique latine, ces cas se doivent aux variants andins en ce qui concerne le variant C37 qui a été détecté en premier lieu dans des pays de la région andine, jusqu'à l'heure actuelle, ce variant n'est pas considéré par le groupe d'experts de l'OMS comme étant un variant de haute préoccupation et non plus comme un variant d'intérêt. Elle fait partie d'un groupe très large de beaucoup d'autres variants qui ont été détectés par les laboratoires de la région dans ce mosaïque complexe que représente la circulation de variants que nous avons en ce moment. Nous n'avons pas cette caractérisation associée au variant C37 au sujet de sa circulation. J'espère avoir répondu à votre question
aux journalistes du New York Times. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Melina Ochoa de Uno TV Noticias au Mexique et elle demande si l'OPS considère-t-elle qu'il pourrait y avoir une résurgence après le jour des élections dans différentes parties du pays, notamment la ville de Mexico. Docteur Ugarte, merci beaucoup Mélina pour cette question qui s'applique à plusieurs pays qui vont passer par des processus d'élection comme tous les événements sociaux, culturels, sportifs, religieux et électoraux où il y a des agglomérations de personnes qui augmentent le risque de transmission. L'OPS, à travers sa représentation au Mexique, a été en contact avec l'Institut électoral du Mexique pour revoir et étudier le processus électoral au Mexique pour qu'il puisse se développer avec en appliquant toutes les mesures de protection. Et ceci englobe le processus des campagnes électorales, mais également les journées de vote. Je voudrais dire également que lors des élections précédentes dans les pays où l'OPS a eu l'occasion de pouvoir aider à appliquer des mesures conjointement avec les ministères de la Santé pour vérifier la situation de la transmission avant, pendant et après les élections. Nous avons observé que l'augmentation de cas est plus associée au processus de la campagne électorale davantage que le jour du vote. Le jour de la journée de vote, nous avons vu que s'appliquer des mesures de protection, les personnes se rendent au lieu de vote en portant des masques, le nombre de tables de vote, etc. Enfin, beaucoup de décisions ont été prises quant à cette journée de vote. Par conséquent, la transmission a été réduite et il y a un message très important que nous devrions transmettre. C'est un dilemme entre deux droits, le droit à choisir et le droit à la santé. Et dans ce sens, il y a une indication spécifique pour ceux qui ont eu le COVID-19 ou qui sont en quarantaine ou qui sont en récupération. Les personnes ne devraient pas aller voter parce qu'ils mettent en risque et ils font courir le risque des autres personnes. Il faut en tenir compte parce que nous, en tant qu'organisation de santé, nous privilégions la santé au Mexique, comme dans beaucoup d'autres pays. L'OMS continue à fournir de l'aide. C'est par conséquent, nous mettons l'accent sur les mesures de protection personnelle le jour d'aller voter et également il est nécessaire que les organismes électoraux puissent transmettre ces messages largement parce que le jour où les gens vont voter, ils doivent y aller en appliquant toutes les mesures de protection et en respectant les normes et les règles du processus électoral et les règles sanitaires. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Chris Reyes, correspondant de Canadian Undiscounted Corporation. Sa question en anglais. Le tourisme de la vaccin semble se consolider comme une tendance. Est-ce que les pays qui ont des doses en excès, est-ce qu'ils vont provoquer la venue de touristes au lieu de partager ces vaccins en excès? Merci pour cette question. L'OPS a souligné depuis le début du lancement des premiers vaccins qu'il fallait respecter l'équité, l'accès équitable à ces vaccins pour que tous les pays puissent mieux répondre à cette pandémie. Donc, bien entendu, ce qu'on appelle le tourisme lié à la vaccination n'est pas quelque chose, ce n'est pas la mesure acceptable pour que les gens se protègent et sauvent leur vie en se faisant vacciner. L'important maintenant, c'est d'élargir l'accès des pays en développement, surtout aux vaccins contre la COVID, pour qu'ils puissent disposer
de la couverture suffisante pour protéger leur population vulnérable afin de servir des vies et contribuer au contrôle de la pandémie. Nous encourageons les pays émergents, les pays de faire des donations à travers le mécanisme COVAX. Et si on utilise des critères épidémiologiques, l'Amérique latine et les Caraïbes sont les régions les plus affectées du monde et devraient donc recevoir une plus grande partie de ces donations afin de garantir un meilleur accès de nos États membres en Amérique latine et aux Caraïbes. Par conséquent, le tourisme pour se faire vacciner c'est un autre visage des inégalités qui existent dans nos régions. Donc, les jeunes qui ont de l'argent, qui peuvent se déplacer pour se faire vacciner à l'étranger, alors qu'il y a des gens, personnes âgées, des gens qui ont qui ont des maladies préexistantes, ne peuvent pas avoir accès à ces vaccins. Il faut nous assurer que nous collaborions pour dépasser cette crise et garantir un véritable accès équitable aux vaccins. Merci. Muchas gracias. Merci beaucoup, docteur. La question qui nous vient de Alejandro Rincón, éditeur de EFE Verifica en Amérique latine, et il nous demande: que savons-nous du champignon noir et est-il un sujet de préoccupation en Amérique latine? Docteur Alighieri. Merci, Alejandro Rincón, de cette question. La raison pour laquelle on appelle ce champignon noir, ce pathogène, en réalité, nous nous référons aux mucormycoses. C'est une infection mycotique qui sont causées par des champignons environnementaux. C'est une infection connue des médecins depuis avant la pandémie. Il est important de dire que le réseau régional de résistance aux antimicrobiens, RELABRA, qui est coordonné par l'OPS, prévoit des recommandations pour le diagnostic en laboratoire. C'est une maladie que l'on connaît déjà, une maladie qui a des outils de diagnostic en laboratoire. Cette infection est considérée comme étant une infection mycotique opportuniste. Ces derniers mois, nous avons observé une augmentation de cas de mucormycose chez des patients porteurs de COVID-19 et le plus grand nombre de cas a été reporté en Inde, où on a reporté plus de 4000 cas. Dans la région des Amériques, nous avons reçu, il y a des rapports publics de cas qui contiennent documentés aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, au Paraguay, en Uruguay. Néanmoins, en ce moment, à l'heure actuelle, c'est un nombre de rapports très limité. Ce pathogène touche surtout les patients porteurs de diabète contrôlé, des patients porteurs du sida ou avec des immunosuppresseurs iatrogéniques ou avec des problèmes à la moelle osseuse ou d'organes. Et des patients porteurs de COVID-19 sévères en phase active ou en récupération, il y a plusieurs facteurs de risque ou comorbidité tels que l'immunosuppression soignée par des corticoïdes et l'état d'immunosuppression de ces patients. Par conséquent, il s'agit d'un facteur de risque pour attraper cette infection. Néanmoins, concernant les traitements, il y a des traitements antifongiques de ce pathogène, mais ceci dépend de la maladie, du degré de maladie ou du type d'infection.
Je répète, à l'heure actuelle, le nombre de rapports que nous avons ici en Amérique, avec un réseau qui nous le montre, qui nous le notifie, est un nombre très limité. Et j'espère avoir répondu à la question de effet. Merci, docteur. Nous avons certaines questions au sujet du Haïti. En anglais. Est-ce que Haïti a besoin d'une augmentation forte du soutien international pour répondre à la COVID-19? Comment la communauté internationale peut soutenir Haïti dans la campagne de prévention et de vaccination? Oui, je répondrai oui. Haïti a besoin d'un renforcement du soutien international. L'OPS et d'autres partenaires renforcent les ressources existantes dans le pays et leur priorité première est de sauver des vies. Malheureusement, le besoin en ressources de la part de la communauté internationale augmente pour pouvoir étendre les soins contre les cas sévères en Haïti. Cet effort comprend l'équipement de nouveaux espaces et l'achat de fournitures, d'équipements de protection personnelle, d'équipements et d'oxygène. De plus, il y a un embouteillage en termes de ressources humaines pour la santé et il y a un besoin de financement pour recruter et déployer ces travailleurs de la santé. La deuxième priorité serait la prévention et les efforts sont en cours pour améliorer pour l'importation de vaccins fournis par le mécanisme COVAX pour commencer enfin cette campagne de vaccination. Cependant, il y a un besoin urgent d'arriver à localiser beaucoup plus de quantité de doses pour le pays. Nous sommes en train de vérifier les possibilités de donation également. Pour l'instant, les efforts sont en cours pour mobiliser la population haïtienne pour qu'elle prenne des mesures préventives qui vont aider à ralentir la transmission. Cela nécessite la mobilisation des communautés et l'éducation des communautés de base pour combattre la résistance à la vaccination. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Dr. Etienne. La question suivante nous vient de Tadit Sepat en Honduras et qui nous demande que les États-Unis ont annoncé qu'ils donneront 80 millions de dollars pour leur pays à travers COVAX. Est-ce que cela changerait? C'est-à-dire, Honduras fait-il partie des pays qui bénéficient des 80 millions de vaccins que les États-Unis donneront dans le cadre du mécanisme COVAX annoncé par les États-Unis à la fin du mois de juin? Dr. Barbosa, merci de cette question. Le mécanisme COVAX a eu des problèmes avec beaucoup de producteurs de vaccins ces dernières semaines. Vous savez tous quelle est la situation en Inde, la situation du pays, de la poussée, et le gouvernement en Inde n'autorise pas le grand producteur de vaccins à respecter le contrat qu'il a auprès du mécanisme COVAX. Pendant ce mois de juin et y compris le mois de juillet, nous avons de grandes difficultés à obtenir des vaccins en grande quantité. Le fonds renouvelable de l'OPS, au nom du mécanisme COVAX, travaille auprès des producteurs. Nous continuons à livrer les vaccins qui étaient déjà annoncés. La meilleure manière de surmonter cette situation difficile et garantir un accès plus équitable et à travers le don de vaccins de la part des pays développés. Aujourd'hui, ce matin, notre directrice a participé de la conférence mondiale pour les CMA, pour les pays qui soutiennent le mécanisme COVAX, et beaucoup de pays développés ont proposé de faire des dons de doses de vaccins, y compris les États-Unis, l'Espagne et d'autres pays. Il est très important que ces doses puissent être disponibles le plus rapidement possible, et avec ces doses de vaccins,
Nous sommes déjà en train de parler avec, avec le secrétariat de COVAX pour que les critères puissent être suivis pour la livraison au pays conformément aux principes d'accès équitable. Par conséquent, dès que nous aurons ces doses, Honduras et d'autres pays de la région recevront plus de doses pour pouvoir répondre immédiatement à la situation que nous traversons. Merci. Merci, docteur. La question suivante, qui sont avec le Pérou, avec Yerson Coyave et El Comercio, et également d'autres personnes de Soraya aussi, qui nous demandent, Gerson nous demande, au Pérou, le nombre de nouveaux cas a diminué, la campagne de vaccination progresse, mais on craint toujours une troisième vague. L'OPS considère-t-elle que celle-ci est inévitable ou qu'elle serait moins importante que la deuxième vague au Pérou et dans d'autres pays de la région se trouvant dans une situation similaire? Et Mathias nous demande aussi, concernant les morts attribuées au Covid, est-ce que vous considérez que le reste des pays de la région devraient adopter des mesures semblables et quel serait le chiffre? Docteur Alguiri, merci de ces questions, de ces deux questions qui m'ont été posées au sujet du Pérou dans le contexte péruvien. Effectivement, l'incidence a diminué au Pérou pendant plus de 6 semaines, bien que nous avons eu toujours 120 cas pour 100 000. La tendance à la baisse est favorable. Mais nous avons observé cette baisse de cas, surtout à Lima, 45% des cas, suivis par Callao, Arequipa et Chihuahua. Mais il est encore difficile de dire si, quand et pourquoi les augmentations de cas se passent au Pérou, comme dans d'autres pays de la région. Il s'agit d'une combinaison de plusieurs facteurs qui continuent à être la continuation des mesures sanitaires et comment la distanciation sociale et comment la population applique parmi les acteurs critiques. Bien que nous avons vu bien qu'une résurgence des cas est possible à l'avenir, nous n'avons pas à l'heure actuelle aucun élément qui nous montre que ceci va effectivement se passer au Pérou dans de brefs délais. Néanmoins, il est important de continuer à surveiller la situation, surtout dans les départements du bassin amazonien qui a des communautés qui signalent encore des incidences très élevées. Il est important de dire également que dans le contexte de la campagne de vaccination au Pérou, la campagne qui est en cours, le plus grand nombre de personnes au-dessous de 50 ans, les moins de 50 ans, dans ce groupe, la campagne se tiendra à partir du juillet 2021. En ce qui concerne la révision de l'information au sujet de la mortalité, nous avons reçu le rapport qui nous vient du groupe de travail technique qui nous a été transmis par les autorités sanitaires du Pérou. C'est un groupe très important, construit par plusieurs agences au Pérou, et c'est important pour consolider des données au sujet de données de mortalité et en un seul flux de maladies et de décès. Il est important de dire que les pays peuvent avoir des processus ou des procédures différentes concernant les informations au sujet de la mortalité. Les pays doivent définir eux-mêmes comment rassembler ces sources d'informations ou les harmoniser. Mais en outre,
Dans le contexte de la pandémie, l'ODS a développé des instruments que les pays peuvent appliquer pour évaluer l'excès de mortalité associé au COVID-19. Et plusieurs pays de la région ont adopté ces mesures et publié continuellement ces rapports. Je le dis et je cite parmi d'autres les autorités mexicaines. J'espère avoir répondu à ces deux questions tout à fait différentes qui nous venaient du Pérou et dans le contexte péruvien. Merci. Merci, docteur. La question suivante sont au sujet du Venezuela, Nicole Japour et Monitorian avec également d'autres journalistes. On nous demande si le paiement au mécanisme COVAX a été compliqué, quand est-ce que les premières doses vont arriver au Venezuela et combien de doses, et si l'OPS a des chiffres et des nombres mis à jour des vaccinés au Venezuela. Docteur Ugarte, cette question est importante. Conformément à la dernière mise à jour du fonds renouvelable de l'OPS qui est en contact avec Gavi jusqu'à la fin de la semaine dernière, il manquait encore 10 millions de dollars à être payés au mécanisme COVAX, Gavi, mais néanmoins à travers de réseaux sociaux, etc., ils ont annoncé que le paiement s'était fait. Mais nous ne pouvons pas le confirmer. Nous, ce n'est pas officiel. Et conformément aux informations auxquelles nous avons pu avoir accès à travers des formulaires conjoints entre l'OPS, etc., alimentés par des sources officielles du pays, jusqu'à la fin avril, c'est-à-dire il y a plus d'un mois, le pays avait vacciné 364 000 personnes avec le vaccin Sputnik et Sinopharm. 75% de ces vaccinations, de ces doses, correspondaient à aux travailleurs de santé soignants et des personnes âgées porteuses de comorbidités. L'OPS renouvelle son engagement pour travailler pour la santé et le bien-être de la population vénézuélienne à l'intérieur et en dehors de ses frontières. Et dès que nous aurons des informations qui soient opportunes, détaillées, mises à jour, nous les transmettrons. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Juan Manuel Vienas d'Argentine, de Chinchua, et il nous demande quelle est l'importance du plan vaccinal que l'Argentine a commencé au mois de décembre dernier. Docteur Barbosa, s'il vous plaît, merci de cette question. Il est très important d'avoir un plan de vaccination parce que il n'est pas suffisant d'avoir le vaccin. Il faut avoir des stratégies, quels sont les groupes qui vont être prioritaires, avoir la chaîne de froid, il faut avoir une bonne communication avec la population au sujet des vaccins, avec la sécurité des vaccins, l'efficacité des vaccins. Pourquoi on doit se vacciner? Parce que si nous n'avons pas ces activités, les vaccins ne parviendront pas à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour cela qu'il est important d'avoir ceci et de pouvoir fournir des informations techniques à tous les pays, y compris l'Argentine, sur les lignes directives pour les plans de vaccination. Les pays de la région ont une grande expérience, telle que l'Argentine et d'autres pays, concernant les campagnes de vaccination pour les adultes, tels que l'influenza ou la fièvre jaune. La grande difficulté que les pays ont maintenant, c'est l'accès aux vaccins qui est très limité parce que les pays développés ont accaparé plusieurs vaccins depuis le début. C'est pour cela que nous sommes à la recherche de comment trouver des possibilités qui puissent élargir l'accès des pays de la région aux vaccins pour pouvoir élargir la couverture vaccinale. Il y a une estimation, les données du monde réel vont se confirmer encore,
mais il est nécessaire d'avoir une couverture vaccinale très élevée pour pouvoir contrôler la transmission. Mais les pays de la région se trouvent encore très loin de ces estimations de 70 à 80%. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir ce plan vaccinal et réellement c'est une réussite de la part de l'Argentine et d'autres pays de la région qui font un effort colossal pour pouvoir le faire. Il nous faut travailler d'une manière coordonnée pour que nous puissions atteindre un accès plus équitable et que les vaccins puissent arriver plus rapidement dans la région des Amériques et aux Caraïbes. Merci, docteur. La question nous vient de Kaylin Romero de Confidential au Nicaragua qui nous demande si l'OPS a reçu des informations sur l'augmentation des contagions au Nicaragua et comment comment cette situation se compare-t-elle avec d'autres pays de la région. Et il veut savoir également si les vaccins du Serum Institute continuent à être suspendus ou en suspens pour l'instant. Quelles sont les mesures que le Haïti et d'autres pays ont pour pouvoir recevoir ces vaccins à travers du mécanisme COVAX? Et voilà, et on peut recevoir des vaccins produits par d'autres fabricants. Merci, docteur Ugarte. L'information que nous avons reçue est une information très vague qui ne nous permet pas de donner des précisions sur ceci. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a des augmentations de cas dans certains endroits où les services de santé sont saturés. Nous espérons que les actions qui sont mises en place au Nicaragua contre la pandémie, nous avons réinsisté sur le besoin d'avoir des informations adéquates et opportunes et nous sommes en train de surveiller et de suivre des sources officielles et non officielles. Comme nous l'avons dit déjà, notre équipe au Nicaragua est en contact très étroit avec le programme d'immunisation du ministère de la Santé au Nicaragua et nous leur donnons beaucoup de soutien pour que ceci soit fait avec des standards, y compris l'Organisation mondiale de la santé pense aussi que ce devrait être priorisé. Voilà. Et au sujet du vaccin, le docteur Barbosa pourra répondre. Dans notre région, pour le vaccin AstraZeneca, il y a 3 pays qui ont été alloués pour recevoir ce vaccin produit par le Serum Institute, qui est la Bolivie, Haïti et le Nicaragua. Mais, tel que je l'ai déjà dit précédemment, à cause des problèmes que le gouvernement d'Inde est en train de passer, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est une négociation à haut niveau pour qu'il soit possible que l'Institut, le Serum Institute d'Inde, puisse avoir une augmentation de production, qu'ils puissent distribuer ces vaccins, une partie de ces vaccins au programme d'immunisation indien et qu'ils puissent séparer une autre partie pour respecter le contrat qu'il a avec le mécanisme COVAX. Deuxièmement, il y aura une priorité pour que d'autres sites qui produisent le vaccin AstraZeneca, que ces pays puissent recevoir à la fin du mois de juin, début juillet. On est en train encore de le négocier avec les producteurs, que ces pays, ces 3 pays des Amériques et d'autres dans le monde auront la priorité pour être livrés de ces vaccins pour pouvoir continuer et donner la deuxième dose des personnes qui ont déjà reçu la première dose. Il n'est pas possible d'avoir reçu la première dose AstraZeneca et de recevoir la deuxième dose d'un autre vaccin. La recommandation, c'est de maintenir le même vaccin et de respecter la période, le délai maximum qui a été recommandé par le groupe d'experts d'OMS pour AstraZeneca, par exemple, qui est de 3 mois. Ceux-ci, ils auront plus de temps pour recevoir les vaccins, pour pouvoir recevoir la deuxième dose. Ce sont par conséquent les mesures que nous cherchons à appliquer pour que les personnes qui ont déjà eu la première dose, reçue ou pris la première dose, puissent prendre la deuxième
dose pour que les personnes du Haïti, du Nicaragua, de la Bolivie puissent avoir accès à la deuxième dose dans les délais recommandés par les experts de l'OMS. Merci. Merci, docteur. Et la question suivante nous vient Bennett Roach qui nous demande en anglais. Quels sont les soins qui sont proposés au lieu ou jusqu'à ce que les vaccins arrivent? Quelles sont les prescriptions médicamenteuses qui sont proposées à ceux qui sont hospitalisés? Professeur Alighieri, merci pour cette question de Montserrat. Je vais me centrer, bien entendu, sur la gestion clinique. Permettez-moi de souligner que la campagne de vaccination contre la COVID-19 a commencé dans pratiquement tous les pays du continent américain. Concernant les Caraïbes, l'Est des Caraïbes, tous les pays et des Caraïbes francophones, anglophones et néerlandophones ont commencé leur campagne d'immunisation et certains défis sont plutôt liés à l'existence du vaccin, à la résistance au vaccin. Pour ce qui est de la gestion clinique, j'aimerais une fois de plus expliquer que l'OPS a développé et a mis à jour régulièrement des directives pour les soins aux patients de la COVID-19, y compris ceux qui sont hospitalisés. Ces directives cliniques proposent des recommandations pour identifier des marqueurs et des facteurs de risque à la mortalité chez les patients critiques, en état critique, avec aussi des soins de soutien, y compris la respiration hémodynamique avec l'oxygénothérapie, avec des protocoles qui sont clairs, qui incluent des traitements pharmacologiques, par exemple des corticostéroïdes, des anticoagulants, des modulateurs de l'immunologie, des procédures pour la prévention de l'infection, pour la réhabilitation. Ces recommandations concernent tous les travailleurs de la santé qui s'occupent de patients dans les secteurs de réanimation et les secteurs d'urgence. Ces directives ont pour objectif de servir aux décisionnaires et aux entités gouvernementales engagées dans l'organisation de la gestion des patients atteints par la COVID-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc, ces publications sont le résultat de processus méthodologiques systématiques rigoureux pour s'assurer que les recommandations puissent être suivies dans le contexte latino-américain et caribéen. Et l'OPS met à jour régulièrement available on the website, available to the public and to the medical societies. But I'd like to les fait parvenir aux sociétés médicales. J'aimerais profiter de cette question pour insister sur la protection des travailleurs de la santé contre l'infection par le virus SARS-CoV-2, y compris par la formation et la mise à disponibilité d'équipements de protection personnelle, y compris la vaccination de ces mêmes travailleurs de la santé. Donc, j'espère que j'ai répondu aux questions du journaliste Bennett Merci, Roach. docteur. La question suivante de Steven Sibilian, The Voice of San Martin, sur le chat de Antigua également, un Observer qui nous pose les questions suivantes. Beaucoup des régions des îles des Caraïbes vont recevoir des passagers des croisières, y compris Saint-Martin.
Et ça va commencer samedi 5 juin. Quels sont vos conseils au système public de la santé de cette région, vu que les Caraïbes vont réouvrir pour ces croisières? Et Robin Williams demande, est-ce que l'OPS est inquiète, même si la plupart des sont vaccinés? En ce qui considère la transmission de la COVID-19, ceux qui sont au début de la pandémie et une moins grande échelle l'été dernier, quand ils ont essayé de réouvrir le tourisme, nous avons conseillé au pays de prendre des décisions en faisant très attention. De même, pour les Américains dans le reste de la région, l'impact de la vaccination dans la région, réduction de la transmission du virus, de même que d'autres défis qui sont pour ce qui est de l'accès au vaccin. Il y a aussi un autre secteur que les pays devraient prendre en compte. Nous sommes tout à fait conscients de l'impact du tourisme, surtout dans tous les pays qui ont été fermés au tourisme pendant plusieurs mois, peut-être presque un an. Donc, nous essayons, nous pesons toutes les décisions qui sont prises et nous suivons ce que choisit le CDC aux États-Unis, l'Europe et les Caraïbes, et nous suivons de très près avec chacune des autorités nationales pour pouvoir fournir le soutien aux Caraïbes et pour que la reprise du tourisme puisse être sûre autant pour les touristes que pour la population locale. Et bien entendu, dans ces cas-là, il nous faut nous préparer à une augmentation du nombre de cas dans les pays où les touristes vont arriver. Vous savez, à ce moment, la position de l'OMS et de l'OPS est de ne pas demander, d'exiger de certificat de vaccination pour voyager. C'est un autre problème qui doit être résolu et nos recommandations peuvent être mises à jour dans ce sens et toutes les mesures de protection doivent être mises en place où les voyageurs dans les régions vers lesquelles ils se dirigent. De la journée d'aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous. Une dernière question que nous avons en anglais. Quelles sont les lacunes en termes de financement pour l'achat de vaccins dans la région? Bien, laissez-moi vous dire que si nous voulons en finir avec la crise de la COVID-19, il nous faut un accès adéquat et équitable dans une approche globale. Donc, plutôt, le médecin a mentionné que le Japon a hébergé un événement dans lequel beaucoup de pays se sont engagés à fournir des dons au mécanisme COVAX pour que les pays les plus pauvres puissent avoir une chance d'immuniser une grande partie de leur population. Bien sûr, nous accueillons de façon bienveillante ces engagements et la solidarité mondiale est importante puisque c'est la seule porte de sortie de cette crise. Donc, cela va être crucial pour ce support des pays dans les Amériques comme Haïti qui dépendent du mécanisme COVAX pour étendre leur couverture du vaccinal. Mais même avec ces engagements, nous sommes loin de plusieurs mois de la couverture de 20% de la population dans les pays les plus pauvres de notre région. Vous savez que nos États membres demandent également un accès au financement puisqu'ils doivent payer pour ce vaccin. Donc, ils ont besoin d'avoir un accès à des ressources financières pour pouvoir acheter ces vaccins.
Mais les especially with the vaccins shortages that we face. ne vont pas stopper la pandémie, surtout vu les ruptures de stock de l'offre. Financing Donc, packages, we have done l'OPS so with the continue à négocier des forfaits, des accords financiers avec nos États membres et c'est ainsi que nous allons renforcer les processus thérapeutiques et de diagnostic et nous allons contribuer à l'introduction des vaccins contre la COVID dans tous les endroits de notre région, même si elles sont très éloignées. Donc, nous continuons à travailler avec les institutions financières internationales pour voir si nous pourrons fournir la garantie pour l'accès à ces ressources financières. Mais c'est un gros défi pour beaucoup de pays de notre région. Je dirais maintenant que le besoin le plus urgent reste un surplus de vaccins. Donc, je voudrais renforcer notre appel à des donations de vaccins aux pays des Amériques qui connaissent un fardeau épidémiologique très élevé et ne disposent pas de suffisamment de vaccins pour atteindre une grande proportion de la population. Donc, pour l'instant, nous avons une transmission très forte virtuellement partout en Amérique centrale, Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Donc, la prévention de nouvelles infections devrait être notre priorité maintenant. Mais c'est une solution qui coûte cher et qui requiert des ressources financières de la part du gouvernement, de la part donc des organisations internationales et des donneurs pour fournir les outils nécessaires à l'arrêt de ce virus. Donc, les pays ont besoin de ressources nécessaires pour les phases de test et de les recherches de contact. Les gens devraient avoir accès à ces outils nécessaires à leur protection, tels que les masques. Donc, la protection sociale doit être mise en place également pour permettre aux plus vulnérables de rester chez eux quand il y a une augmentation du taux d'infection dans leur zone de résidence. Nous savons que ces stratégies fonctionnent, mais elles ne fonctionnent que quand les ressources et la volonté politique sont présentes ensemble. C'est une époque importante pour la région, c'est une époque où il nous faut redoubler d'efforts sur les mesures de santé publique et augmenter la défense de l'accès aux vaccins. Parce que nous sommes la région la plus affectée du monde et nous sommes persuadés que nous avons un roi légitime à un accès plus élargi aux vaccins. Donc, une fois de plus, nous faisons appel à tous les pays, des pays européens dans le reste des Amériques pour donner des vaccins à cette région et nous appelons tous nos leaders et nos travailleurs de la santé qui donnent tellement de même et le public en général pour qu'ils fassent tout ce qui est nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous, comme toujours, que pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre page Internet et vous y trouverez des rapports quotidiens au sujet de la situation épidémiologique et du vaccin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à bientôt. Merci.